Parlons de Lara Fabian. Lara Fabian d'abord parce que je trouve que c'est une chanteuse merveilleuse. C'est une chanteuse avec une voix unique et elle vit pleinement ses chansons. Un duo avec Johnny Hallyday au Stade de France, une victoire de la musique, 2 millions de disques vendus, des concerts à guichet fermé, une omniprésence médiatique. Comment expliquer cette fulgurante ascension? Pour son Fréquence Star, Lara Fabian nous emmène à Bruxelles sur les traces de son enfance. Dans un témoignage émouvant, son père raconte la petite fille qu'elle était et ensemble, ils reforment les duos du début. Avec Rick Ellison, son Pygmalion et ami de toujours, ils évoquent leur première rencontre et l'échappée belle canadienne. Vous découvrirez une femme à la fois fragile, émotive, volcanique. Actuellement en tournée, elle nous a permis de la suivre dans les coulisses de son concert. Ses préparatifs, ses secrets de scène, son travail sur elle-même, rien n'est épargné. Et pour Fréquence Star, elle nous livre quelques titres acoustiques inédits et se confie avec naturel et franchise. Tout ça s'est passé en à peine 2 ans. Oui, même pas, oui, absolument. C'est-à-dire que c'est fulgurant. C'est extraordinaire, c'est vrai. Quand tu parles de 18 mois, quasi, enfin 2 ans, un peu moins que 2 ans, c'est vraiment incroyable, c'est fulgurant. Il y a 1 an et demi, par exemple, quand l'album Pur arrive, c'est l'album de tous les succès, Pur. Est-ce que là, tu es convaincue, tu es certaine? Il n'y a pas de conviction. Si je m'assieds en face de toi et que je dis « je suis convaincue que tout va bien se passer, voilà, cet album a été un succès, on va faire le Zénith, ça va être balèze », j'en sais rien. Ce soir-là, je vais monter sur scène et j'aurai quelque chose à prouver, j'aurai un doute à m'effacer du cœur et de la mémoire, et je vais le faire au moment où je vais mettre le pied sur scène et où ils me répondront quand je leur donnerai quelque chose. Moi, je t'ai entendu dire des fois, oui, je suis... ne serait-ce que l'ambition. Il faut avoir une ambition dévorante. Mais ça, je sais. La détermination, l'ambition, je la sais. Je l'ai. Ça, c'est clair. Mais alors, savoir que ce véhicule va te mener aux gens et que ça va rebondir en succès, mais ça, tu peux pas le savoir. Savoir que tu es assez balèze pour le faire, c'est autre chose. Est-ce que tu as les épaules assez larges? Est-ce que tu as tout ce qui est requis? Est-ce que tu as tous les ingrédients dans la casserole? Enfin, tu peux penser les avoir. Tu peux mettre tout en place. Tu peux stratégiser. À quel moment tu doutes? À quel moment tu te sens fragile? 10 minutes avant de monter sur scène, quand j'ai fini d'écrire une chanson, après une prise de voix où il y a 10 mecs derrière la console qui font « Waouh, c'est génial !» Et toi, tu fais « Non, 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 non. » À tous les moments où tu as, en fin de compte, donné quelque chose de vrai et de bien de toi, et toi, tu as l'impression que tu n'as jamais fait assez. Vous voulez chanter avec Lara Fabian? Ben écoutez, il n'y a aucun problème. La première chanson, Caroline, tout, on y va, musique. Tout est fini entre nous. J'ai plus la force du tout. Il y a eu beaucoup de télé, c'est-à-dire qu'en même temps, tu as été médiatisé très vite. Oui. Tu as eu la chance d'être médiatisé très vite. Tu crois qu'il y a une chance? Tu crois que c'est une chance? Enfin, je veux dire... Mais disons, il y a des moments, si tu veux, qui tombent où toi, tu décides de m'inviter à ton émission. Voilà. Et parce que tu sens un truc. Il n'y a pas forcément encore de millions d'albums vendus, mais tu le sens et tu le fais. D'ailleurs, tu as été un des premiers à m'inviter à Graines de Star. Et ce sont des émissions qui ont une crédibilité X, qui font que les gens... Tu deviens à ce moment-là le véritable véhicule entre moi et les gens. Et voilà. Et tu changes le cours des choses. Alors, être médiatisé... Je crois qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de comment se fait-il que tu es médiatisé plus rapidement, moins rapidement. Alors là, j'ai aucune idée. Je pense que c'est un mélange entre la réponse des gens à cette chanson et le coup de coude ou je dirais le petit coup d'épaule d'envoi que quelqu'un a véritablement envie de te donner parce qu'il voit quelque chose de bien. Parce qu'aussi, on dit de toi que tu es une bonne cliente. Ça va paraître bizarre, mais c'est vrai que... Je mange la caméra, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que tu sais peut-être être à la télévision comme tu es sur scène. C'est avoir ce contact avec le public, parler, discuter, être là, regarder, avoir l'œil. L'objectif, oui. Oui, je regarde la caméra, oui, c'est clair. Tu regardes, tu prends les gens. Je veux dire, si tu fais un titre, tu sais très bien faire une télé, quoi. Chanter en télé, tu sais le faire. Mais ça fait partie du métier, c'est un des morceaux de ce métier qu'il faut maîtriser. On est sur scène, on s'adresse à 4 ou 5 000 personnes. On ne s'adresse pas de la même manière quand on a juste un petit écran, un objectif, et qu'on sait qu'il y a un écran. Il faut le faire d'une certaine manière. Je crois que ça fait partie d'un jeu. Pas dans le sens jouer, dans le sens un jeu d'acteur. Voilà. Et c'est une partie de notre métier. On interprète des mots, même si on les a écrits, on finit par être l'interprète de nos propres mots, et forcément, en se retrouvant devant un objectif, derrière il y a une télé, derrière il y a des gens, on ne peut pas faire... Non, enfin moi je pense pas. Avec vos 2 bras, votre sourire... Je vous demande d'applaudir la prestigieuse Lara Fabian. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Philippe, Lara Fabian.
Sur toutes les ondes, dans toute la presse, on vante le talent de cette nouvelle perle rare. Je vais pas me faire prier parce que j'adore chanter, donc c'est pas vrai, mais j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un peu timide quand même. Nous, c'est une maison de prière, Satan a regardé danser. L'ouragan Lara Fabian déferle en France en mai 97 au Midem de Cannes. Parfaite inconnue, elle a 27 ans et déjà 2 albums derrière elle au Canada. Avec Pur, le 3e CD, l'objectif est clair, conquérir l'Hexagone. Avec 1 million d'exemplaires vendus en moins d'1 an, Lara Fabian enflamme le public français. Avec une voix d'or et un mental d'acier, l'ascension est exceptionnelle. Lara n'en finit plus de nous dire je t'aime, toutes chaînes confondues. Avec ce 2e extrait, elle assoit sa popularité. Elle a l'aisance et l'étoffe d'une star, elle compte bien le prouver. Je t'aime comme ça. Ce n'est pas tout. Ces fleurs pour vous. Lara Fabian, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis, pour 300 000 exemplaires, le disque de platine. Voilà. Oh. C'est très lourd. Voilà. 300 000 exemplaires. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Vous qui regardez cette émission ce soir en direct au pavillon Baltard, c'est un standing ovation. Lara, cet extrait de cet album de Lara Fabian, c'est le 2e extrait de l'album Je t'aime, 300 000 exemplaires vendus. On va en parler dans un moment parce que tu restes avec nous, tu vas être la marraine des graines de chanteurs avec Philippe Saville. Ben voilà, c'est ce qu'on appelle être dépassé par l'événement. Comment tu as vécu ce média? D'une part, des rencontres extraordinaires, vraiment, parce que forcément, tu fais ce métier depuis peu. Moi, j'ai à peine 28 ans, donc j'ai fait des rencontres par le biais de cette télévision bien avant de les faire humainement. Donc moi, j'ai vu les Drucker, les Foucault, tous ces gens-là assises dans mon fauteuil à Bruxelles, voilà, en train de regarder, dire comment ça se passe véritablement. Le jour où tu es effectivement assise en face de ces gens-là et que tu es sur un plateau pendant, ça peut durer 12, 14, 15 heures sur un plateau, parfois une télé, bien que ça soit du temps et de la promotion, c'est tout ce dont tu as rêvé d'une certaine manière. Vous savez, quand j'étais môme, toute petite, j'avais genre 3 à 4 ans, j'étais complètement fascinée par la télévision. Parfaitement fascinée. Je pouvais rester là pendant des heures, Casimir, les loups enfants, je ne me pouvais plus. Alors j'ai tapé pour que l'image change. Et j'ai pris très fort pour que tout s'arrange. Il y a quelqu'un là, fait qu'on reprenne à zéro. Je fais ce que je pense devoir faire. Et il y a forcément des moments où tu es un peu plus triste, un peu plus rageuse, un peu plus faible, un peu plus forte. Et tout ce que tu es transparaît dans cette interprétation. Parce que moi, je suis un véritable buvard, une éponge de tout. Et moi, je le vis comme ça. Quelque chose qui se passe, je le vis d'une certaine manière et je le transcris, je le traduis en face d'une caméra. Ce que des gens peuvent te reprocher d'ailleurs, Oui, à terme. oui, tout à Tu fait. vois, ou dire, mais attends, elle en fait trop, quoi. Pourquoi, Oui. pourquoi elle fait tout ça? Elle va trop loin. Je crois que ce que ça peut énerver, c'est... C'est une sophistication snobinarde d'une jalousie, partie ouais. du métier, Oui, c'est ça? absolument, oui, c'est le côté... Attends, je comprends pas, Stasta, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Alors? Non, mais, attends, comment ça, tu comprends pas qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Je fais moi, voilà. Et il y a toujours, tu sais, cette petite part de doute quand on est soi. Je dirais que les gens n'arrivent pas à le croire. Ça m'amuse beaucoup, ça. À faire vieillir, à faire blanchir la nuit. À faire brûler la lumière jusqu'au jour. À la passion et jusqu'à la folie. Je vais aimer amours. À faire cerner, à faire fermer nos yeux. Tu sais en faire trop ou en faire pas assez. C'est faire quelque chose. Alors moi je dis que je fais quelque chose à ma façon, avec ce qui me correspond le plus sincèrement, quoi.
autre exemple, dans les médias, tu t'es vu un jour au musée Grévin. Oui. Bon, 1 an et demi, boum, je suis au musée Grévin. Il y a Michael Jackson, Mitterrand, machin, pouf, t'es entre les deux, là, paf. Tu te fais le musée Grévin, quelle sensation? Futile ou utile? Alors moi j'ai 2 positions face à ça. La première, c'est faut pas en faire un fromage. Cette année, le public a mis à l'honneur cette personnalité-là. Et il veut être véritablement à la page de ce qui se passe année après année. Alors il faut le relativiser. C'est superbe, c'est une très belle mise à l'honneur. Il n'y a pas que moi, voilà. Il y a des gens très très connus comme des gens moins connus dans ce musée-là. Et c'est fantastique. Bon, alors maintenant, est-ce que j'aime me voir en cire? Non, hein. Faut pas non plus, faut pas déconner. Non. Déconnez-les. Déconner, ouais. Non. Qu'est-ce qui va se passer avec Johnny sur scène? Je crois que vous êtes la plus gâtée, il faut bien le reconnaître. Hein. Il passe... peut-être. C'est gênant. Le Requiem, comment ça s'est passé? Raconte. Comment c'est cette première rencontre? Moi, je me souviens des restos, par exemple. À la base, c'est grâce à Jean-Claude Camus, notre producteur à tous les deux. C'est un bonhomme extraordinaire qui avait envie de faire une rencontre d'artistes, qui a parlé à Hallyday. Il a dit voilà, moi je connais cette gamine, moi j'y crois, elle est bien, tout ça, faudrait que tu la rencontres. J'avais fait les Restos du Cœur, des Enfoirés avec Jean-Jacques Goldman l'année dernière. Alors il est venu sur le plateau des Restos du Cœur, on a répété, et quand on a fini de répéter, il m'a regardé, il m'a dit, comme ça, il me dit, j'ai intérêt à assurer. Palais des Sports, puis il a dit, t'es moi en Nana, t'es moi en Nana. C'est moi en Nana. Elle est un petit peu comme moi, quand elle chante une chanson, elle le vit pleinement, une chanson triste, elle le joue en tragédienne. Et c'est une des rares chanteuses qui m'a vraiment donné la chair de poule. J'étais vraiment estomaqué. Attends, c'est normal. Et quand c'était fini, il m'a pris à part et il m'a dit... Si elle voulait revenir avec moi récidiver sur scène. Je pensais qu'il plaisantait vraiment. Je dis, oui, d'accord. Je dis non, mais attendez, j'ai d'autres choses à faire. Enfin, je vais voir, je sais pas, ça m'intéresse pas dans le fond. Il me dit, attendez, ne le prenez pas mal. Il dit, je vous invite véritablement. Et le lendemain, il est arrivé avec un bouquet de fleurs et une petite lettre pour m'inviter. Je dis, au cas où vous ne m'auriez pas cru. Voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc le Stade de France, ça a été à la suite de cette rencontre qu'avait concocté Camus. Mais c'est vraiment venu de lui. C'est de là qu'il t'a appelé la Panthère? Ouais. La Panthère bondit vers le succès. Rien ne semble l'effrayer. Après l'Olympia, le Palais des Sports, la voilà déjà sur la scène gigantesque du Stade de France. Le jour se lève, la nuit pâlit. Des chasseurs et des chiens ont faim. C'est l'heure de sonner la nuit. Et la fête va mourir ce matin. Je vais ouvrir grand les volets. Refais-moi le cœur, je suis prête. Je veux m'endormir pour toujours. Pour toujours. Je n'étais qu'un fou. C'est pas grave. Elle a fait de moi un fou d'amour.
chantant Requiem pour un fou avec Johnny, Lara gagne ses galons de star. Avec lui, elle allume le feu du grand stade devant 80 000 personnes. Tu veux pas savoir. Toute la tribune officielle s'est levée. Ah, vous l'avez joué, vous l'avez chanté, vous l'avez... Qu'est-ce qu'elle chante bien. Lara Fabian, merci. Merci, bonsoir. Retour à un peu plus d'intimité. C'est dans sa loge que Lara se prête au jeu du miroir. Playboy te propose de poser pour eux en échange de quoi il te paie tes impôts. Quelle est ta réaction? Quel est le crétin des Alpes qui va me proposer de payer mes impôts? Sûrement pas Playboy, jamais. Mais non, personne ne ferait une chose comme ça. Et de toute manière, je pense que poser nu ne serait pas simplement qu'à mon désavantage. Voilà. Un journaliste t'a descendu il y a quelques mois, il te demande une interview. Comment réagis-tu? Avec un grand sourire. Est-ce que tu as un truc personnel avant de monter sur scène? Et de quoi s'agit-il? Absolument. Je cherche, peu importe que ce soit deux câbles, deux bouts de fer, ce qui se croise et qui fait une croix. Lorsque je la vois, je me signe de la croix et je rentre avec le pied gauche. Tu t'évades sur une île déserte avec 3 objets. Lesquels sont-ils? Une culotte propre, une brosse à dents et un Discman. Une culotte propre, c'est vachement important. On t'annonce que tu attends des triplés. Comment réagis-tu? Eh ben, je me dis que ça m'évitera la douleur 3 fois. Je me dis que d'un coup, ça sera fini. Comme j'en veux 3, ça sera parfait. Au cours d'une interview, tu t'aperçois que le journaliste te confond avec Céline Dion. Tes réactions? Je lui demande s'il fait son métier depuis très très longtemps et s'il a lu son dossier. Tu ne peux plus chanter demain. Quelle est ta reconversion? Je m'occupe des enfants. Je m'occupe de toutes sortes d'enfants à problème, qui ont des maladies, qui ont des problèmes d'intégration, tout ce qui concerne un problème en rapport avec un gamin. Tu peux changer quelque chose de ta personnalité, de ton physique. Que changes-tu? De ta personnalité d'abord. De ma personnalité, je changerais mon côté très très impulsif et soupe au lait. Et de mon physique, je changerais mes jambes, tout simplement. J'ai horreur de mes jambes. Tu es un homme, tu croises Lara Fabian. Qu'en penses-tu? Voilà ce que je pense. Tu as 70 ans, tu vis où, comment et avec qui? Je vis dans la plus grande sérénité et la plus grande paix, ça c'est clair. Je vis au bord de la mer, où j'ai pas encore tout vu. Avec qui? Alors ça, c'est la seule question à laquelle je ne pourrais même pas répondre, et même pas le jour de mon 69e anniversaire. Tu gagnes le premier prix d'un grand concours et tu as le choix entre 2 types de récompenses. Soit ton poids en pâtisserie, soit ton poids en pasta fraîche. Tu choisis quoi? Mon poids en pâtisserie. Évidemment, mon poids en pâtisserie. Fille unique, Lara Fabian est née à Bruxelles en 1970. Déjà, elle a la fougue des latins et la rigueur des nordiques. Un tempérament contrasté qu'elle doit à une maman italienne et un papa belge. La petite Lara partagera d'ailleurs sa jeunesse entre la Sicile et la Belgique. Direction Bruxelles. On arrive à Bruxelles, hein? Quel sentiment tu as? Je crois que c'est moi jusqu'à 20 ans. C'est vraiment l'adolescente et le début de cette découverte, ce que j'avais envie de devenir comme femme. Et puis j'arrivais pas à m'épanouir véritablement. Alors ça correspond un peu à ce que j'ai quitté pour devenir pas autre chose, mais pour évoluer vers ce que j'avais vraiment envie d'être. Ouais. Alors ça représente ça, oui, c'est vraiment la maison de l'enfance. Tu sais ce qu'on va faire? On va y aller. On va aller chez toi à Bruxelles. D'accord? Pour ce retour aux sources, Lara Fabian est accompagnée de son équipe canadienne. Lise Richard et Rick Allison en sont les 2 piliers. Plus que des partenaires, ils sont ses proches amis. Lara fut scolarisée de 5 à 12 ans à l'Institut Sainte-Ursule de Bruxelles. Le passage prévu discret de l'artiste a fait place à une émeute peu ordinaire.
petit mot à tous, si c'est possible. Voilà, je voudrais juste... En fait, c'est incroyable ce qui arrive en ce moment pour moi. C'est au-delà des mots, ça s'explique pas. Moi, je suis née dans cette ville, j'ai fait beaucoup de choses dans cette ville et comme tout le monde, j'étais à l'école. Et ça, c'était mon collège, c'était mon lycée, c'est ici que j'allais à l'école, c'est Sainte-Ursule. Et je revois toutes sortes de visages, je revois des profs, je revois des élèves, Benoît, Val, avec lesquels j'étais à l'école. Et puis je m'attendais pas du tout à un accueil comme ça. Vraiment pas. En fait, moi, je pensais que j'allais traverser comme tout le monde et que voilà, quoi. Et en fait, pas du tout. Donc, je voudrais juste vous dire que je suis très, très touchée de cet accueil. Et regarde un peu, c'est elle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle a guiche mes amis, même les plus petits. Pourtant pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de foncer. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Merci. Je pleure chaque fois que je te vois. Merci. Merci. C'est trop génial. Alors on est obligé de monter du côté droit, tu vois? C'est blanc. Ça, c'était ma classe. C'était ma classe ici. C'était ma classe. C'est trop génial, je rêve. Ta classe en seconde. Ça, c'était ma classe. Oui. Pas en cinquième. Non, chez moi. C'était en quatrième avec Madame Bastin. Comment elle était comme élève? C'était une chouette gamine. Ah oui? Elle était vraiment très gentille, très polie. Parfois, elle était bien envoyée à la porte parce qu'elle avait la langue un peu trop pendue. Mais sinon, elle était très chouette. Une enfant très sourire, hein, toujours souriante, qui aimait beaucoup s'exprimer en classe. Chanter, là, je ne m'en souviens pas. Un caractère assez fort. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire, mais elle préférait rester un peu dans son monde. Moi, je la trouvais plutôt extravertie. Elle aimait bien parler d'elle, elle aimait bien qu'on la regarde, qu'on l'écoute. Elle prenait fort les choses à cœur. Le terme qui me définirait le mieux, c'était... J'étais vraiment une leader. J'étais genre chef de classe, tu sais, puis j'entraînais toujours tout le monde, j'avais toujours toutes sortes d'idées. Quand un truc me plaisait pas, je mobilisais la classe, puis ça va pas, il faut qu'on fasse comme ça. Enfin, j'étais très chef de classe et en même temps, j'avais un côté très tendre qui faisait que les gamines ou les gamins abusaient un petit peu, tu vois, dans certains trucs. Donc genre les 4 heures, les cours de trucs. Enfin, j'avais beaucoup d'aptitudes, pardon, tout ce qui était français, ces cours-là. Donc comme j'étais un peu meilleure dans ces cours-là, les gamines qui avaient un peu plus de problèmes, je les aidais un peu plus. Moi qui étais nulle en maths, mais zéro grave. Là, comment ça, faux? Faux. Là, regarde. Madame Machin m'a donné tes notes. Parce que j'ai du mal à prononcer le nom. Comment elle s'appelle d'ailleurs, la prof? C'était comment, madame? Alors, il y a Madame Botman, je ne sais pas si c'est 5e ou 4e, et Madame Bastien. Bah, c'est les deux. Ah oui. C'est une des deux. Mais là, moi, je vois que tu as 80% en français, oui. 76% en maths. Donc pas si nul que ça en maths. Je suis vraiment étonnée, je dois dire, parce qu'il me semble... Enfin, j'ai toujours été très très nulle en maths, quand même. À moins qu'elle ait refait toutes ses notes et tout. Non, attends. On ne sait jamais, le jour on va me demander... Juliette, Vanessa, Isabelle Bonte, Lara... Attends, mais t'as raison. Ben oui, t'as 80%, attends, j'ai vérifié. Mais tu vois, quand même 80% en français. J'ai toujours eu la parole facile, bien plus que le chiffre. Ouais. T'aimes bien les mots, hein, tu joues avec. J'adore les mots. Je suis beaucoup moins cartésienne que littéraire. Qu'est-ce que tu faisais en sortant d'école? Est-ce que t'étais plutôt genre aller, je sais pas, bouffer des bonbons avec les copines, tu sais, enfin, traîner pour pas rentrer à la maison, alors ça, un peu chippie? Alors t'étais leader, t'avais une bande de copines. Oui. Tu vois, ça c'était je sais pas. Mais c'était impossible de traîner entre la fin des cours et l'école, parce que maman était devant la porte avec sa voiture. J'ai jamais pris un autobus, enfin, tu peux imaginer, maman italienne, seule petite fille, donc j'ai jamais pris un autobus, elle était là devant la porte avec le 4 heures et tout, puis on rentrait à la maison illico, où j'avais à l'époque une amie qui s'appelle Francesca Nastri, la maman venait nous chercher et toutes les deux on allait au solfège, au piano, parce qu'il faut savoir que de l'âge de 8 ans à l'âge de 18 ans, 4 fois par semaine, après 4 heures, moi j'allais à l'académie. Puis je rentrais, puis je faisais mes devoirs, et puis j'allais me coucher. Ah oui, au lit en plus tôt. Ouais, attends, 8h15 jusqu'à l'âge de 14 ans, hein. Voilà. Ah ouais. Un peu tenu à la maison. Un peu tenu à la maison, mais mon bonheur, c'était savoir que j'allais aller à l'académie, que j'allais suivre un cours de chant, j'allais suivre un cours de piano, j'allais pouvoir faire cette chose que j'aime le plus au monde. Et en fait, tu ne sais pas véritablement pourquoi t'aimes ça à ce point-là. J'étais attirée que
vers tout ce qui s'articulait autour de ce métier que j'allais faire un jour, même si je ne le savais pas encore, jusqu'à quel point, jusqu'à quelle mesure j'allais véritablement exercer ce métier-là. Est-ce que tu savais que tu avais envie de faire ça? À quel moment c'est arrivé du tout? 5 ans. Et j'ai dit à papa, je veux être chanteuse. Lara avait peut-être 5-6 ans, quand dans la voiture, j'avais mis une cassette d'une chanteuse qui s'appelait Eve Brenner. Et cette fille ne faisait que des vocalises. Mais alors, elle avait un range vocal, quelque chose d'extraordinaire. Elle commençait excessivement bas pour terminer alors en apogée. Et Lara, sur la banquette arrière, pendant que cette cassette était en train de tourner, chantait exactement ce qu'il y avait sur cette cassette. Et moi, je baissais au fur et à mesure le volume du son, et elle chantait à tue-tête sur la banquette arrière. Et en rentrant à la maison, j'ai dit à ma femme, je dis, mets un pull et viens dans la voiture, on va faire un tour. Et alors, j'avais fait signe à ma femme qu'elle devait pas intervenir, évidemment. Et on a remis la cassette, et Lara a remis le couvert, elle a recommencé. C'était simplement extraordinaire pour une enfant de cet âge-là. Elle chantait avec une justesse incroyable. Quand j'ai vu et entendu ce qu'elle parvenait à dégager vocalement, je ne dois pas nier que ça m'a quand même fait plaisir de voir qu'elle se débrouillait si bien. Mais je me suis toujours dit, si elle veut vraiment faire ce métier, je ne l'empêcherai jamais. Lara avait de qui tenir. Papa, un temps guitariste et choriste de Petula Clark, puis chanteur dans divers groupes, est le mieux placé pour encourager sa vocation. Aujourd'hui encore, Pierre et sa femme, Louisa, restent ses premiers fans. Alors là, elle faisait déjà les poses de star. 2 ans, elle faisait des poses de star. Moi, je te le jure, sur les photos, ça a toujours été. Nous avons attendu qu'elle ait 7 ans et qu'elle rentre en première année pour l'envoyer à l'école de musique. Puis après ça, nous avons acheté un piano. Et comme ça, de fil en aiguille, ça a démarré comme ça. Elle est arrivée à quel âge à la maison de piano? Alors, il est arrivé à l'âge de 8 ans, exactement. Le jour de la Saint-Nicolas, c'était un 6 décembre. Et je me souviens que mes parents s'étaient vraiment arrachés pour m'acheter ça. Papa a toujours pris la guitare, j'ai toujours joué du piano, j'ai toujours eu envie d'écrire des choses. C'était une maison très musicale, une maison où la musique a toujours été très importante. On écoutait beaucoup de country music, John Denver, Olivia Newton-John, mon papa aimait énormément ça. Mon père est un fan de Elvis, mais inconditionnel. Et on écoutait de la musique italienne et la chanson qui a porté les choses pendant des années s'appelle Take Me Home Country Roads de John Denver. Younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama. Take me home. Yes. C'est génial. Et donc la chanson de John Denver, c'est la première chanson que papa m'a apprise. Et voilà, et qu'on a joué ensemble pendant des années. Tous les concours qui existaient au travers la Belgique, en fait. Du territoire, on les a fait. On raflait tout. Pierre est très important parce qu'il a fait quand même la carrière de Lara. Et c'est Pierre qui est venu la première fois avant pour voir ce qui se passait dans la maison, avant de présenter sa fille. Et sa fille est venue passer une audition et sa fille c'était Lara Fabian qui est venue passer une audition au Black Bottom et on l'a engagée immédiatement. De 14 à 18 ans, Lara écume tous les cabarets de Bruxelles en reprenant les standards de l'époque et les chansons de son idole, Barbara Streisand. Chez les chanteurs français, est-ce que tu en avais un que tu aimais particulièrement, enfin, pour qui tu avais déjà de l'admiration ou peut-être de la reconnaissance du moins? Oui, enfin, moi c'était Lama, j'ai toujours aimé Lama. Et Johnny, à cause de ce truc rock, en fait, ça m'a toujours fascinée parce que comme ça m'était un peu étranger à cause du fait que mes parents écoutaient Mouskouri et des choses un peu plus tendres et douces,
c'était un peu l'interdit. Et j'ai toujours été fascinée par ce qui est secret et interdit. Ah oui, d'accord. Ouais. Et Mouskouri, donc tu connais le répertoire par cœur? Ah, j'en connais pas mal, oui, ça c'est sûr. Tout parce que ils ont même acheté le coffret, tu sais, avec les 72 vinyles. Ouais. Ah d'accord. Oui, oui. Ah oui, t'avais le total, l'intégral. Ah oui, on avait tout, on avait l'intégrale, on avait les photos. Chaque année, c'était une religion, on allait la voir en spectacle. Et je me souviens même, j'étais gamine, et j'étais portée des fleurs à un moment donné. Et c'était en plein milieu d'une chanson, j'avais pas vraiment réfléchi. Je me suis avancée vers la scène, et elle a arrêté la chanson. Et elle m'a fait monter sur scène, et elle a pris les jonquilles qu'on lui avait amenés. C'était des jonquilles, c'était pour Pâques, je me souviens. Toujours. C'est ton premier concert? J'avais 8 ans, oui, c'était mon premier concert. La première fois que j'ai été voir un concert de toute ma vie, j'avais 8 ans. Et c'était ici. Mes parents m'avaient acheté des billets pour aller voir Nana Mouskouri. Pourquoi vous êtes mort de rire? Je comprends pas. Elle est géniale, Nana Mouskouri. Elle a vendu 300 millions d'albums. Faut le faire. Non, c'est ce que ça dit. Et vous savez combien de fois elle a rempli les Beaux-Arts? Plein de fois, parce que moi, chaque année, j'y allais, bon. Et je me souviens, j'avais 8 ans, et maman m'avait mis une petite robe. Vous savez, le genre de robe dans lequel on se sent un peu ridicule, avec... J'avais un petit bouquet de fleurs. Allez, vas-y. Elle avait commencé sa chanson, et je descends l'allée, et tout d'un coup, elle arrête tout. Et elle fait, mais il y a une petite avec un bouquet de fleurs. Pas du tout gênant. Et puis elle m'a soulevée, elle a pris le bouquet de fleurs, elle m'a embrassée et elle m'a laissé partir. Et ça, avant ce soir, c'est ce qu'il me restait des Beaux-Arts. Au bord de l'eau, on a 15 ans. 15, pas 15. Oui, d'accord. On a l'amour, on a le temps. T'es jamais revenu dans cette école? Non, c'est la première fois depuis 18 ans. Génial. Quand même. Ça fait quoi? Je crois que ce qui remonte, c'est le bonheur le plus tendre, le plus sincère. Parce que quand t'as 8 ans, tu t'en fous, quoi, tu sais pas. Tout ce que t'as, c'est des vraies joies. T'as pas de vraies peines, t'en as pas. Tout ce que t'as, c'est des vrais bonheurs, innocents, naïfs, que tu comprends mal, donc que tu vis au premier degré à 100%. Et c'est ça que je ressens en ce moment. Enfin, c'est un truc sans complication et surtout sans explication. C'est en toute simplicité que Lara revient à Ruysbrock. C'est ici, dans la banlieue bruxelloise, que Lara a passé son enfance. Chaque retour au pays, dans la maison de famille, fait l'objet de retrouvailles. Tous ont assisté à l'éclosion de sa carrière et la suivent depuis. C'est vrai. Comme je suis content de t'avoir. Fais-moi bien, fais-moi. Allez. Quand j'ai commencé, lui dit, moi j'avais, je sais comment on se parlait, on se disait, j'avais rien, mais pas un bal, tu vois. Puis lui, il a fait un truc incroyable. Il m'a coiffé, il m'a fait faire des photos, tu sais, les petites cartes photos, pour que quand on fasse les premiers concerts, les premiers autographes, voilà, s'il y en avait. Et bien c'est lui qui m'a payé les photos, il a payé l'impression, il a tout fait, il m'a offert ça. J'habite dans le petit village où j'ai grandi, qui s'appelle Ruysbrock. On est à quelques pas de ma maison. Je suis monsieur et madame Crocard, c'est mon vrai nom. Je vous emmène dans ma chambre. C'est la première pièce en rentrant. Et c'est ça, c'est tout simple. C'est ma petite chambre. C'est l'endroit de la maison que j'aime le plus parce que c'est mon univers. Ça l'a été pendant des années. Puis surtout, c'est l'endroit où on passe la plupart de son temps quand on est adolescent. Le petit bureau où j'ai étudié tous les soirs, 12 ans. Toutes les photos, les vieilles poupées, tout ça que j'ai voulu garder. Je pense qu'on garde toujours ce côté de l'adolescence. Ça nous permet de rester en vie quelque part, toujours. Alors les trophées que j'ai gagnés avec les concours belges, les concours Festival de Wallonie, Tremplin, tout ça. Et puis mon piano qui est vraiment le démarrage à 70% de tout ce qui s'est passé. Madame, Monsieur, bonsoir. Lara Fabian représentera le Luxembourg au concours de l'Eurovision à la fin du mois à Dublin. La chanson de Lara s'appelle « Croire ». Son père est belge, sa mère italienne et elle défend les couleurs du Luxembourg. Lara Fabian est une vraie européenne, vous l'avez compris, et cela va peut-être l'aider pour gagner le concours de l'Eurovision. Ce sera le 30 avril à Dublin. Lara a 18 ans, elle a été sélectionnée par RTL et Jacques Rig lui a posé des questions très
très policé. Vous habitez chez vos parents? J'habite chez mes parents, bien sûr, oui. Votre chanson s'appelle Croire. Est-ce que vous y croyez vraiment? Oui, j'y crois. Du moins, j'espère. Plus qu'autre chose. J'y vais parce qu'on m'y a invité. Puis voilà, je représente le Luxembourg. J'espère me classer honorablement. Mais je crois pas qu'on puisse hypothéquer le futur. 400 millions de téléspectateurs pour l'Eurovision, ça vous fera décoller? Ça m'impressionnera surtout, je crois. Et j'essaierai de rentrer en scène comme si j'étais dans ma salle de bain. Vous serez en peignoir? Pas vraiment, non. Je serai en tenue décontractée, mais classe. She's a multi-talented performer, having studied dance as well as music. Her name is Lara Fabian, and her song is called Croire, which in English they like to translate as trust. L'Eurovision, un tournant dans la carrière de Lara. Classée 4e, Croire, son premier 45 tours se vend à 500 000 exemplaires en Europe. Déjà, elle songe à s'exiler au Canada. Cette année-là, c'est la Suisse qui remporte le concours. Mais la chanteuse est québécoise, elle s'appelle Céline Dion. Lara Fabian représente le Luxembourg. Si je fais un parcours comparé, par exemple, Céline Dion, Lara Fabian, est-ce que tu as regardé son chemin? Est-ce que tu te dis, je peux faire, elle l'a fait, je peux le faire? Est-ce qu'elle t'a inspiré? Absolument. On a fait l'Eurovision la même année, on est toutes les deux des ambitieuses. Je pense que ce qui se dégage de nous, c'est cette, tu vois, cette rage de convaincre, cette force d'y arriver. Je pense qu'on a dans les yeux cette espèce de même flamme. Dans un instant, le questionnaire amour, des duos acoustiques inédits, Rick, Lara et son père. Ses envies, ses passions, ses plaisirs et sa féminité. Enfin, vivez dans la coulisse de son spectacle avec sa tribu, partagez ses trucs de scène et retrouvez tous ses tubes. Dans tes tenues vestimentaires, tu te sers de tes atouts. Permets-moi de te dire que tu as une très jolie poitrine, un joli décolleté. Enfin, poitrine, je sais pas, dans tous les cas, le décolleté est appétissant, comme on dit. Ça va parler, ça va jaser, là. La première chose que les gens voient, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce que tu portes, c'est comment tu t'y tiens et de quelle manière de quelle manière, comment dire, tu déambules en fait avec ce que tu as sur le dos. En revanche, dans tes tenues vestimentaires, tu te sers de tes atouts. Permets-moi de te dire que tu as une très jolie poitrine, un joli décolleté. Enfin, poitrine, je sais pas, dans tous les cas, le décolleté est appétissant, comme on dit. Ça va parler, ça va jaser, là. Ah bon? Hein? Je sais pas, tout le monde appréciera comme moi, probablement. Et les hommes et les femmes. Et ça, il y a une façon de le mettre en valeur, quand même. Moi, je te vois sur scène. Je t'ai vu sur scène plusieurs fois. Et c'est vrai que ce décolleté, tu t'en sers aussi. Est-ce que tu sais que c'est un atout et que cet atout-là, on peut s'en servir et que tu sais t'en servir? Mais surtout, quand t'as rien d'autre, en fait, tu te sers des deux petites choses que tu as. Et je crois qu'il faut rester très réaliste face à ce qu'on t'a donné, enfin, à la naissance. Et puis, c'est une des choses qui sont... Enfin, pas trop mal, donc voilà. Donc c'est sûr, on en joue comme on peut jouer d'une voix si c'est un cadeau qu'on a reçu, ou bien comme les mannequins jouent de leur beauté, parce que c'est... Alors voilà, moi il y a cette petite chose-là, et parfois le profil qui peut, d'une certaine façon, quand il est bien travaillé à l'image, à la photo, il peut être joli. Et c'est tout. Quand je me vois sans tes mains, sans tes bras,
Moi, je trouve que tu te sers beaucoup de ton corps sur scène. Donc, dans quel sens? Tu te sers de ton corps. Tu te sers de, justement, ce que la nature t'a donné, c'est-à-dire des rondeurs, des formes, placées où elles doivent être, d'ailleurs, puisque ce sont des formes féminines. Mais, enfin, quand l'interview va être finie, j'ai l'impression que je suis une vache obèse. Hein, mais c'est pas grave, on va vivre avec. Lara, tu es belle. Non. Mais non. Oui, je m'en sers, je suis très physique. Je suis très physique dans la vie, c'est-à-dire j'aime toucher, si j'aime quelqu'un, je vais le toucher. Ouais. Je vais embrasser beaucoup. Donc sur scène, je vais me tenir les épaules. Enfin, il y a même mon ingénieur du son un soir qui m'a fait remarquer, il me dit, il ne faut plus jamais que tu me fasses ça. Je dis quoi? Il dit, mais tu as mis ta main sur ta poitrine. Il dit, pendant toute la chanson, tu as tenu ton sein gauche. Moi, je m'en suis jamais aperçue, tu vois. C'est quelque chose que tu fais naturellement, ce qui crée le confort. C'est bête à dire, mais c'est ça. Si tu tiens comme ça et tu chantes et tu te berces un peu, même si pour quelqu'un, ça peut apparaître très voluptueux ou très sensuel, tout ce que je fais, moi, c'est trouver ma place à l'intérieur de ce moment. Je prie pour qu'il m'en lâche encore et encore. Dis-moi pour toi. Il est comme un bateau. Et t'as un corps sensuel. Alors moi, je suis en train de lui dire des trucs, moi, attends. Tout d'un coup, je sais pas pourquoi. Non, mais t'as une sensualité qui se dégage et qui va bien avec tes chansons. Tu sais que t'es sensuelle en scène. Non. Bon, non, mais c'est pas un truc que tu sais. Justement, plus quand tu as, comment dire, quand tu as des complexes, quand tu as des doutes par rapport. Enfin, moi, c'est une chose dont je doute, mais depuis que je suis née, c'est mon apparence, c'est mon physique. Et dans la vie, forcément, on aime toujours l'inverse de ce qu'on est, de ce qu'on possède. C'est-à-dire, voilà, j'aurais voulu faire 1m80, être blonde et avoir des yeux turquoises. Et puis, j'ai pas du tout le profil d'une Suédoise filiforme. Donc, je suis plutôt méditerranéenne avec des formes. Et généralement, quand les gens me voient dans la vie et me voient à la télé, la première chose qu'ils vont me dire, c'est mais vous êtes toute mince dans la vie. Voilà. Et à la télé, directement, à cause des formes hautes, tu vois justement le décolleté, les hanches, ça paraît, enfin j'ai l'air d'être faite comme une bouteille de Chianti. Dans un magazine aussi, on dit que ton péché mignon, c'est la tarte à thym. Et tu disais même aussi, je suis faite comme une bouteille de Chianti. C'est vrai, ça? Mais tu m'as déjà vu. Tu m'as déjà vu à l'émission, je suis faite comme une bouteille de Chianti. Ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai une taille relativement mince, mais j'ai les hanches bien, tu sais, à l'italienne. Donc voilà, comme une bouteille de Chianti, c'était une image. On en avait dans le studio une bouteille de Chianti, parce que moi, je connaissais pas ça, j'en avais jamais vu. Alors les gens... C'est l'espèce de bouteille un peu ronde avec la paille. Tu vois? Avec la paille? OK, parce qu'on avait 2-3 modèles. On avait un sans paille, puis on a la paille aussi. Alors toi, t'es des... Ah, t'as pas la paille? Non. On met une petite robe par-dessus. Mais est-ce que, comme bien des femmes, t'es toujours au régime, Lara? Non, mais écoute, sans être toujours au régime, je t'avoue qu'avec le boulot que j'ai en ce moment et le train de vie que j'ai, je mange pas beaucoup. C'est ça. Bon. Et après un show, t'as pas des petites rages de sucre? Moi, c'est plutôt l'après-midi vers 4 heures que j'ai des rages de sucre. Après, un chose que j'ai envie, ce dont j'ai envie généralement, c'est de manger un repas normal. Mais je suis très dessert, en fait, je suis dessert tout le temps. Je suis pas forcément dessert plus après un show qu'avant. Je suis très dessert. Ce dont on parlait tout à l'heure, voilà, oui, les formes pulpeuses. Comment les garder? Comment on a de jeunes formes? Comment faire pour les garder en place? Eh bien, un petit cœur de chez Dandois, une petite praline de chez Néo. Au suivant. Les orangines au chocolat, c'est mes préférés. Au suivant. Et puis les craquants aux amandes aussi, j'adore. Au suivant. Au suivant. Des petits pains d'amandes au beurre, ça, avec plaisir. Au suivant. Et voilà. Et ou de macarons aux amandes. Allez. Merci. Et ça ne fait pas grand-chose? Non, bien sûr. Non, non. Ça se voit. C'est sûr que Paris est magnifique, que Rome est magnifique, que Prague est superbe, que... Il y en a des villes. Mais je ne sais pas t'expliquer pourquoi. Parce que ça me fait ça. Je ne sais pas, en fait. Alors, tu connais l'histoire de l'architecte de la place de Bruxelles, non? Alors, donc, d'un côté,
et de l'autre, ce n'est pas égal. D'un côté, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7, et l'autre côté 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, tu vois. Voilà. Ah oui, d'accord. Et c'était vraiment quasiment trompé, mais bien, tu vois. Les gens de la ville lui ont dit, mais attendez, vous avez fait vraiment un travail épouvantable. Il y a une expression belge qui dit « veuille un architecte », ça veut dire ça l'architecte, parce qu'il s'était trompé. Il est monté tout en haut, mais vraiment tout en haut, là où tu vois la statue, et il s'est jeté en bas. Mais bon, il y a d'autres belles histoires quand même, à part celle-là. Et il y a une chose que je fais aussi, toujours, ma meilleure amie Nathalie Stackmelder, chaque fois je l'emmène et je dis, écoute, il faut qu'on fasse un truc sur la place, il faut que tu me tiennes les mains comme ça et qu'on spin. Et en fait, on va se mettre à tourner et il va falloir que tu regardes la place. Attention. Je regarde où, là? Voilà, tu regardes autour de toi. Malgré ces grands yeux noirs qui vous en Comment t'appelles ça, on se quoi? On spin. On spin? Au Québec, on spin. Donc on tourne, tu vas en rond comme ça, et là tout d'un coup, tu vois plus rien, tout ce que tu vois. Ouais, bah c'est ce que j'ai vu, oui, j'ai vu plus rien. J'ai failli, on a failli se ramasser c'est vachement bien. l'un sur l'autre. Et tu fais ça ici avec ta copine? Oui. Avec Nat, qui est aussi cinglée que moi, parce que bon, tu sais, j'ai l'air comme ça, tu vois, un peu... Mais je suis cinglée, moi. J'ai un côté vachement barge. Comme dirait un ami que je connais, les jobardes. Les jobardes, oui, les jobardes. Les jobardes comme filles. Les jobardes comme filles. Et là, là-bas, tu vois, Néos, pour moi, c'est les meilleurs chocolats. Ça, c'est une folie. Et alors, ils sont tous bons, mais il y en a deux à mourir, mais vraiment à mourir. C'est celui-ci, il s'appelle le Caprice. Et puis la Manon à la crème, la Manon au café, en fait. Voilà, c'est avec le grain de café par-dessus. Et le petit triangle au-dessus, à gauche. Oui, Tentation. Voilà. Qu'est-ce que tu veux alors? Des quoi? Un Caprice et puis une Manon... Mais un caprice chocolat noir ou marron? Oui. Non, chocolat. Non, marron. parce que l'intérieur du chocolat noir est meilleur. Oui, mais tu préfères le chocolat au lait? Oui, mais dans ce cas-ci, non. Alors, un Manon chocolat noir, c'est ça? Oui, parce qu'il y a de la crème à la vanille dans celui-là, tandis que dans l'autre, il n'y en a pas. Une Manon au café, celle-là aussi, deux comme ça. Manon au sucre café et deux Manon à la vanille au sucre. À la base, la giandouille, c'est italien, quand même. Il n'y a pas que les Belges qui inventent des choses. Je prêche un peu par ma paroisse. Et il y a du massepain en couche, tu vois, la giandouille à l'autre couche de massepain. Et c'est un délice, ça fond dans la bouche. Deux comme ça. Tu connais tout, Mais les gourmandes, c'est des spécialistes de ce genre de choses-là. Merci beaucoup. Merci. Donc, si vous avez besoin, vous avez tout retenu ce qu'elle a dit pour vendre les trucs après? Vous savez ce qu'elle a dit? Le suivant! Le suivant! Il faut arrêter, là. Sinon, c'est deux paires de seins avec lesquels je vais finir pas une. Il s'en est passé des choses depuis ses débuts à Bruxelles. Hein? Tu avais 14 ans quand tu chantais à Bruxelles? À peu près, oui. À peu près? Eh bien voilà. Je voudrais te dire un truc à toi. Rick Harrison, mon partenaire, mon producteur, mon tout en fait. Je voudrais juste te dire que je me souviens d'une après-midi où il pleuvait très très fort et on était assis dans ta Golf pourrie. Et tu m'as dit, on va prendre nos paquets puis on va aller mettre un grand coup de tête à la Statue de la Liberté et quand on va revenir, on mettre un grand coup de tête à la Tour Eiffel. Et puis je voudrais juste te dire que je t'aime parce que tu m'as jamais menti et que c'est toi ma victoire. Merci. What do I say when lightning strikes me? And the way to find that you're not there. It's sad, so sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. Sorry seems to me, sorry seems to be the hardest word. Lara, on est installé ici dans un endroit qui s'appelle le Crescendo à Bruxelles. Et en fait, tout est parti d'ici. C'est-à-dire que cette carrière, ces 3 premiers albums, l'origine du succès se sont faites ici.
de votre rencontre, entre autres. Voilà. En fait, comme la base de ces albums, en fait, c'est cet homme-là. Voilà. Et que la rencontre de cet homme, ça s'est fait ici. Quel âge t'avais? Alors, donne-moi la situation. Là, on est dans l'endroit quoi. Le 28 mai 1990. Précise. Ouais. Et je viens donc, je reviens du Québec pour la première fois. Je pars du Québec. J'avais fait un petit voyage comme ça pour moi, pour la première fois. Et je reviens, je suis pas tellement bien. Tu vois, mon amie Nat, ma meilleure amie, me dit, écoute, t'as l'air grise un peu, je pense qu'il va falloir qu'on sorte ce soir, on fait quelque chose, t'es un peu grise à ligne verte, on fait quelque chose, je t'emmène dans un endroit, elle me dit extraordinaire, ça s'appelle le Crescendo, c'est un piano-bar sympa, toi t'adores les piano-bars, elle dit, il y a un mec, elle dit, il chante, il joue du piano, en plus il est barman, il te fait des drinks à mourir, elle dit, viens, elle dit, on va s'amuser un peu. Alors on arrive ici, et puis le barman n'était pas arrivé, tu vois, j'ai dit, mais il est où? Alors elle se dit, non mais attends, il va sûrement arriver plus tard, nous tu penses, 10h30 on était déjà installés, lui il arrivait, voilà, un peu plus genre, les deux nonnes. Et puis au piano à ce moment-là, il y avait un vieux monsieur qui s'appelle Victor, qui était le pianiste à ce moment-là. Et puis moi je me mets à chantonner, tu sais, alors c'est open mic quoi, tu arrives, tu prends le micro, tu fais un peu ce que tu veux. Et je me mets à chanter La fille d'Ipanema, Tall and tan and young and lovely. Et à ce moment-là, il y a un type qui rentre, les longs cheveux, la veste de cuir, tu vois, il avait des cheveux à peu près jusqu'ici, une crinière noire, veste de cuir, il rentre, tu vois, un peu genre, le col haut, tout. Il se met derrière le bar, et moi je continue à chanter. Quand je finis ma chanson, il me regarde et il me fait juste... C'est tout. Comment t'as fait? Fais voir. Exactement. Ah ouais. Ouais, le mec qui quand même va faire tomber la nana, le type qui connaît le truc qui fait... Bien cocotte. Ouais. Et là, je vous ai demandé, bon, comme tout le monde, je vais faire pipi. Alors je me casse aux toilettes, je reviens et en passant devant le bar, le patron du bar m'arrête et me dit, alors là, il dit, j'ai un problème, il dit, parce que vous distrayez mes employés. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le monsieur derrière le bar veut vous épouser. Et la première chose qu'il m'a dite, avant même de... Ouais. Oh, fais pas mal. Tu pourras au moins dire que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, quand même, tu vois. Il fait le malin maintenant. Il admet. C'est terrible cette histoire quand même. Il faut pas les dire, hein, les mecs, ce genre de choses-là, si vous les pensez pas. C'est pas la peine. Et donc je passe devant le bar, il me dit, avant de me dire même bonjour, il me dit, je vais vous épouser. Je dis, alors encore un barge. Je dis, on se casse, Nat, parce que là, ça va pas du tout. Elle me dit, mais non, allez, c'est sympa et tout. Et là, il vient me chercher et il prend le micro et il me dit, vous voulez danser? Je dis, ben, pourquoi pas. Alors il met le micro, tu vois, derrière mes épaules et il se met à chanter Summertime. Et c'est donc la première fois que j'ai entendu chanter Rick. Et Victor jouait au piano à ce moment-là. Et on dansait, on chantait Summertime. Et en fait, même si au départ, ça a pu paraître très très romantique, on est devenus amis. Parce que c'était bon, c'était le plan, j'emballe un peu la fille et tout ça. Mais il s'est passé... Non, mais attends, tu m'as fait le plan, j'emballe la fille ou pas? Ah, il faut le dire. Arrête. De toute façon, il le fait à toutes les nanas, c'est pas compliqué. Voilà. Merci, cette émission va beaucoup me ça va vachement t'aider, tu peux le refaire le coup du ça, c'est fini. Elle est en train de te casser tous tes plans, là, t'as pas vu? Elle te saborde. Et comment tu trouves le mec qui fait ça? Foutu, comme dans l'émission de... D'accord. Non. C'est passé dans la Rick, le Summertime, moi j'aimerais me l'entendre. Sérieux? J'aimerais qu'elle retombe, là, tu vois, comme ça, histoire de... And the living is easy. Fish are jumping, and the garden is high. One of this morning, you're gonna rise up singing, baby. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings,
that morning, baby. I forgot the words of the song. So hush, little baby, don't you, don't you cry. Summertime. Y a pas de quoi craquer là? Hein? Alors là, toi... Voilà, là, t'es déjà... Là, je suis cuite à 350 degrés. Voilà. Voilà, à point, quoi. On C'est sort... bon. On s'est rencontrés comme ça, et puis il m'a dit, voilà, moi j'écris des chansons, je suis auteur-compositeur, et il m'a fait écouter une chanson, à l'époque, qui s'appelait Dire, qui est d'ailleurs la première chanson qu'il m'a écrite, et qu'on a mis sur ce premier album, l'album éponyme. Et en fait, il a eu de la force pour deux à ce moment-là, parce que moi, justement, j'étais au début de la vingtaine, donc tous les doutes et toutes les insécurités qu'une jeune gamine de 20 ans peut avoir, et en même temps avec toute l'ambition, enfin le mélange, le paradoxe. L'ambition était déjà là, c'est-à-dire qu'il y avait la présence du... Hein? Toujours. Et c'est ce qu'il voyait, il me dit toujours, il y a un truc caché derrière cette somme, cette montagne d'insécurité que tu as, qui est... Enfin, que je veux t'aider à aller chercher, mais c'est toujours tout ce qu'il me dit d'ailleurs. Tu sais, quand tu dis tu rencontres ton âme sœur musicalement, tu te dis enfin quelqu'un qui comprend. Je chante une mélodie et il comprend exactement où je veux aller, de quelle manière je veux écrire des chansons, comment je veux placer ma voix. Des fois, tu coécris avec des gens et c'est difficile, tu trouves pas ta place. Pas la même base, pas la même culture, pas la même sensibilité musicale, tout simplement. Tout à fait. Et là, j'ai découvert vraiment qu'on compensait la même chose. Passionné par les mêmes artistes, par les mêmes influences, les mêmes sonorités, le même monde. Confiture aux bananes. Ah voilà, voilà. La meilleure des meilleures confiture. C'est une horreur. Moi, je vais finir le fréquence pain. Je vais être la gourmande, mais en chef, quoi. C'est tout. T'as même pas besoin de le finir, c'est fait. Qu'est-ce qui te plaît dans la brocante, dans les antiquités? Alors moi, je collectionne les carafes, les verres et les caves à liqueur. Et j'ai une passion, c'est les bougies. Ah. Ma maison est remplie de bougies, de chandeliers. Je m'éclaire très très peu avec en fait de l'éclairage conventionnel. J'adore les bougies, il y en a partout. Raconte-moi un petit peu ton intérieur chez toi, c'est fait comment? Si je devais le décrire, je dirais que c'est un mélange entre le confort et l'histoire. Et c'est très soleil, tout est dans les jaunes, les beiges, les pastels, enfin tout est très très lumineux. J'ai fait des patines provençales, tu sais, jaunes. Oui, je vois, ouais. Voilà, des meubles un peu italien d'ailleurs en même temps, un peu toscan. Voilà, exactement. Et puis j'ai fait des choses un peu particulières dans le bois, j'adore le bois. Donc dans la maison que j'ai, il y a des très très vieux planchers de 1910. C'est une vieille maison anglaise, une petite maison anglaise. Et puis il y a un vieil escalier, tu vois, avec les vieilles boules, tu sais. Quelle est ta pièce préférée chez toi? La cuisine. Alors la cuisine et la salle de bain. Ce sont les deux endroits que j'aime le plus. Attends, c'est quoi ça? Oh, je meurs. Dites-moi, vous vendez ça combien? 18 000 francs. Votre vrai prix, je veux dire. Non, on fait un truc sérieux, un truc bien sérieux. Les anges de campagne. Non, non, qu'est-ce qu'on avait fait à table l'autre soir qui était vraiment bien? Au fait, Nat, c'est ma meilleure amie en passant. Qu'est-ce qu'on avait fait C'était un chant de Noël, tu t'es crié Joyeux Noël, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait fait? T'es sûr? Les anges dans nos campagnes entendent l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes. En 1990, Lara Fabian et Rick Allison s'envoleront pour le succès au Canada. Montréal,
c'est plutôt la ville extrêmement animée et extrêmement artistique. Je trouve que c'est probablement la ville où on voit le plus grand nombre de gens. On peut dire juste de prime abord, c'est des artistes. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. Et Lara devient la petite fiancée du Québec. Lara, t'es fine d'être venue nous voir. Laisse-moi commencer en faisant ma têteuse, comme ça va être fait. Je te félicite vraiment. T'es numéro 1 des ventes au Québec en ce moment pour les albums. Vendu à je ne sais plus combien de... Enfin, là aussi, vous... 165 000 copies. Bon, ben, bravo. Quand est-ce que tu fais un clip? Bientôt, très bientôt, c'est une promesse. Pour quelle chanson? Je peux pas le dire. C'est pas encore. Je viendrai te le dire à toi. OK, yeah! On se laisse avec un clip de Lara, Je m'arrêterai pas de t'aimer, aux portes ouvertes. Merci, Lara. Et le rêve devient réalité. Auteur, compositeur, interprète, Lara se met à nu à travers ses chansons. L'émotion passe. Sa force, une voix exceptionnelle, comme les Canadiens en raffolent. Je serai toujours là, c'est une promesse que j'ai faite là, comme une caresse. Les mots. Alors, c'était un extrait interrompu. Bonjour Lara Fabian. Qu'est-ce que vous pensez quand vous vous regardez comme ça? Qu'est-ce que je pense? C'est drôle que vous me posiez cette question-là. Je suis contente du résultat, je suis contente du travail et surtout de l'amélioration qu'on a pu faire sur 4-5 ans. Dans la catégorie spectacle de l'année interprète, les nominations sont... Parce qu'il y en a tellement. À la disque, nomination, album de l'année, catégorie populaire, catégorie meilleur vendeur, chanson de l'année, spectacle de l'année, interprète. Vous les avez toutes, les nominations. Hein? La gagnante est Lara Fabian. Effectivement, à partir de 95, Lara collectionne les trophées de la disque, l'équivalent canadien de nos victoires de la musique. Elle reçoit le prix du meilleur spectacle musical et est sacrée meilleure interprète féminine de l'année. En 98, elle récidive. Elle est élue l'artiste québécoise s'étant le plus illustrée hors Québec. Une consécration pour celle que les magazines spécialisés et les critiques américains avaient déjà élue meilleur espoir international en 97. On dit de toi que t'es canadienne. Alors là, on a vu qu'en fait, t'es pas vraiment canadienne, t'es canadienne de cœur et d'adoption. J'ai voulu me défendre sous ce drapeau-là. Ce qui est bien. Parce que, d'une part, c'est très bien, je pense. Et d'autre part, parce qu'il me correspondait pour toutes les raisons qui font qu'une adolescente devient une femme, fait des choix importants, apprend son métier, comprend que faire des erreurs, c'est essentiel pour évoluer et pour atteindre cet endroit qu'on cherche. Et le seul endroit au monde où je l'ai fait et où j'ai réussi à le faire, c'était le Québec. Je ne me suis pas dit simplement, j'ai un méga coup de cœur pour le Québec. Bien sûr, je me suis dit ça, mais du fond de mes tripes. Et en même temps, j'ai compris qu'il y avait véritablement là un endroit où j'avais le droit à l'erreur, j'avais le droit à la croissance, j'avais le droit à l'apprentissage, j'avais le droit à ce paysage, à cette scène où finalement, quand tu fais une connerie parce que tu as 18 ou 19 ans ou 20 ans, t'es pas jugé pour la connerie parce que tu devrais déjà être cette professionnelle, mais tu es jugé parce que tu prends le temps de faire ces conneries pour devenir cette professionnelle. Tu vois, tu partais à l'aventure, quoi. Tu vois, je partais à l'aventure, ouais. Mais je crois que j'avais une autre dose, mais d'inconscience. Mais tu sais, il faut être inconscient pour faire un truc comme ça. J'ai 20 ans, je laisse famille, amis, éducation, j'ai rien quand j'arrive sur place. J'ai pas d'appart, j'ai pas de voiture, j'ai même pas de frigo, quoi. Enfin, pour te dire, tu vois, c'est bête et j'ai rien. Honnêtement, tu faisais quoi? Tu vivais de petits boulots au Canada? J'ai vendu des parfums. J'étais vendeuse dans un magasin de bricolage, dans un supermarché. Pour gagner quelques dollars, quelques piastres, comme on dit là-bas, vivre, quoi. C'est clair. Et puis ce qu'on faisait, principalement, parce qu'une fois qu'on est arrivé là-bas et qu'il ne voulait pas justement que je fasse ce genre de boulot-là, il a décidé qu'on allait chanter. Il dit, ce que tu veux faire, c'est chanter. Il dit, je te jure que tu vas chanter. Et on a fait toutes les petites boîtes, cabaret, piano bar, jazz club, mais tout ce que tu peux imaginer. On a commencé par un endroit qui s'appelle le Bijou, et on a commencé à jouer pour genre $50, $75. Alors Ricky, c'était Rémi Brica, tu vois. Il te faisait le piano, la guitare, l'ordinateur, il passait les coups de fil. C'est ça, il nous trimballait les flight kits, c'était exceptionnel. J'en reviens pas. Avez-vous vu le monde, là?
un petit peu de ta carrière? Alors ça a commencé très brièvement il y a 3 ans au concours Eurovision, l'année où Céline a gagné. Puis ça s'est prolongé un petit peu dans les pays européens parce qu'on avait enregistré la tune en 4 langues différentes. Aujourd'hui, j'arrive au Québec parce qu'il y avait un 45 tours qu'on entend là, qui était, je sais, qui avait fonctionné un petit peu quand même. Puis alors on a dit, Lara, il faut que tu fasses un album. Alors on a travaillé 1 an sur l'album, et je suis ici aujourd'hui, puis t'es là, tu m'interviews, et ça me fait un plaisir immense. Il y a le premier Lara Fabian, le premier album qui en fait est fait en Belgique, Oui. hein, ici à Bruxelles. Qu'est-ce qui fait Pierre Crockert sur cet album? Pierre Crockert. Alors, Pierre Crockert, c'est mon papa. Ah, c'est Pierre. Ouais, Pierre, c'est mon papa. Parce qu'il est producteur exécutif et tout. Donc Pierre était quand même sur le disque. Hein. Ouais. Papa, il a bossé, avant de se marier, avant de fonder une famille, il a bossé avec Petula Clark pendant un petit moment. Et je crois qu'il a arrêté parce que, pour des raisons qui lui sont très personnelles. Je pense qu'il m'a jamais véritablement dit pourquoi, fondamentalement, un jour, il avait simplement arrêté. Je pense que c'est beaucoup par amour et à cause de cette conscience qu'il avait de fonder une famille, de faire un truc bien, comme ça. Alors papa, ce qu'il a fait un truc extraordinaire. Il a changé ma vie. En fait, vraiment, il a changé les choses parce que un jour, il m'a acheté un piano, il s'est mis à jouer à la guitare, il m'a appris des tonnes de choses. Ouais. Mais il a fait un truc sublime. À l'âge de 20 ans, quand j'ai eu envie de faire de la musique, il m'a dit, voilà, tu m'as fait plaisir, t'as fini tes études. Il dit donc, quoi qu'il arrive, t'as un diplôme, moi c'est bon. Alors il dit, si tu avais voulu faire l'UNIF, si tu avais voulu ouvrir une épicerie, si tu avais voulu devenir avocat, ou si tu avais voulu vendre des fringues, il dit, commencer ta ligne de fringues. Il dit, j'aurais fait la même chose. Alors ce que tu veux faire, c'est chanter. Alors il dit, tiens, voilà. Et il a pris 20 ans d'économie, et il me les a donnés. Voilà. Ah oui. Mon père, c'est pas juste parce que c'est mon père, mais c'est le mec le plus exceptionnel que j'ai jamais rencontré, parce qu'il est beau et fort à l'intérieur. Voilà. Et en même temps, il est généreux. Et il a cette gentillesse qui ne s'explique pas avec les mots, qui est génétique et viscérale. C'est un mec gentil parce qu'il est gentil. Parce qu'il sait même pas ce que ce mot-là veut véritablement dire, parce qu'il l'est fondamentalement. Il n'a pas pensé à être gentil. Il est comme ça. C'est un mec génial. Alors voilà, il m'a donné ça et puis il m'a dit, moi j'y crois. Alors un jour il m'a même dit, attends, ça c'est trop dit. Tu sais, il dit, si t'étais nul, je te les aurais jamais donnés. Mais dis, mais moi je pense que t'as vraiment un petit quelque chose. Un giorno desti a me un libro in prestito e fra le pagine conservo ancora le viole sono blu, le rose rosse amor, dolce la musica, ma non come sei tu. Moi, je peux te dire qu'il est pas né, le mec de ta vie, hein, parce que tu peux s'aligner avec le père devant. Et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de Rick. Parce que justement, il me rappelait tellement cette noblesse, cette force, et puis, enfin voilà. Pourtant, ils ne se ressemblent pas vraiment dans le caractère, si tu veux, c'est même 2 êtres assez différents. Mais le code d'amour était là. La puce, tu vois, qu'on te donne jusqu'à l'âge de 10 ans, il y a un truc qu'on te donne. Et quand t'as ça, oh là là. Enfin, il y a une osmose incroyable dans ta vie, entre ta vie professionnelle, ta vie privée, Oui. Ta vie publique. Tout ça n'existerait absolument pas s'il n'y avait pas Rick, justement, et s'il n'y avait pas tous ces gens qui s'articulent autour des histoires que je raconte. Et Rick, c'est fou parce que c'est moi au masculin. Voilà. C'est moi, mais en mec. C'est la même personne, c'est la même tête, c'est la même âme, le même esprit. Et tout, mais tout. Donc, on se décline de la même façon dans tout. Alors on dit toujours que les opposés s'attirent. Et dans ce cas-ci, nous, on s'est reconnus, quoi. Il y a eu un truc, c'est comme si on était jumeaux. Ah ouais. Ouais, c'est très particulier. Et tu sais que les gens, quand on était ensemble, un peu moins aujourd'hui, parce qu'on a vécu 7 ans ensemble quand même, quand on était ensemble, les gens pensaient qu'on était frères et sœurs. Tu m'as gardé dans tes bras, une place à débat. Dis-le-moi tout bas, que tu m'aimes.
Quelle est pour toi la plus belle preuve d'amour que tu as reçue? La plus belle preuve d'amour que j'ai reçue, c'est un mec qui s'appelle Rick Allison, qui me l'a faite. Alors qu'on n'avait rien du tout, mais vraiment rien du tout. Je sais pas comment il a fait ce soir-là, mais j'étais tombée amoureuse d'une petite théière en forme d'éléphant dans un restaurant et on n'avait pas un bal. Mais quand je dis rien, rien. Et puis quand je suis arrivée dans la voiture, il y avait la petite théière thaïlandaise enveloppée dans un morceau de papier journal. Et ça m'avait complètement scotché, parce que c'était un geste extraordinaire. Alors qu'on n'avait rien, il me l'avait donné quand même. Et quelle est la plus belle preuve d'amour que tu as donnée? Je crois qu'une des plus belles preuves d'amour que j'ai pu donner, c'était celle de parler d'un enfant. Je crois que quand une femme est capable de faire ça, elle est au plus profond de ce que l'amour peut représenter. Crois-tu au coup de foudre? Oui. Et à l'homme idéal? Oh là là, papa va être dur à battre. Penses-tu qu'on puisse vraiment aimer qu'une seule fois? Je pense qu'on a une deuxième chance en général, quand la première nous a jetés dans le mur. Tu penses quoi d'une femme qui pleure? Du bien, beaucoup de bien. Tu penses quoi d'un homme qui pleure? Encore plus de bien. Messieurs, à vos mouchoirs. C'est beau un mec qui pleure. Il avoue qu'il est un mec. C'est vrai? Ou pas parce qu'il pleure? Non, parce qu'il a la force de pleurer et l'honnêteté de le faire. L'amour, ça se déclare, ça se déclame, ça se tait. C'est quoi? Tu fais quoi, toi? Ça se gueule! Et voilà. Ok. Celle-là, tu vas la trouver vachement comique. Dis-tu « je t'aime » facilement? Non, je ne dis pas « je t'aime » facilement, mais la première fois que je vais le lâcher, il va falloir se préparer à une cascade des autres. Écoute, c'est la dernière question, donc tu feras ce que tu veux avec. Quelle est la chose la plus folle que tu pourrais faire par amour? Le demander en mariage. Eh bien, aujourd'hui, c'est le lancement de l'album de Lara Fabian, finalement son deuxième album qui s'appelle Carpe Diem. On vous en avait parlé il y a quelques semaines de ça, on l'avait rencontré au Festival des Montgolfières. Eh bien, finalement, je me suis rendue ici même au Monument National, sur la rue Saint-Laurent, plus précisément au Café des Artistes, pour la rencontrer tout de suite après sa prestation lors de son lancement. Je suis malade. À 18 ans, pour exprimer son premier chagrin d'amour, elle chante déjà « Je suis malade », le tube de Serge Lama. En 95, elle le reprend dans Carpe Diem. Ce deuxième album est disque d'or au Québec en 3 semaines. Comment tout ça s'est venu? Comment ça t'est venu d'aller reprendre cette chanson? Alors, encore une fois, tu vois un coup de cœur, une folie de ma part. On faisait les francopholies, j'avais un medley de chansons francophones, françaises, francophones. Et à l'intérieur du medley, il y avait « Je suis malade ». Et en pleine répétition, la veille du show, je dis « Il faut pas la faire en medley, cette chanson-là. Il faut pas mettre 30 secondes. Il faut que je la chante, point. » Ils sont devenus fous. « Mais attends, on n'a pas le temps d'écrire les partitions, t'es cinglé. » Et là, j'ai dit, franchement, je dis « Écoutez, je comprends, mais je m'en fiche. Il faut le faire. Je sens, il y a un vrai truc. » Et à la fin, voici ce qui s'est produit. Et je suis malade en duo avec mademoiselle, je dis. Bah oui, ça va quoi. Mademoiselle Lara Fabian. J'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Une star au Québec. Et vous savez pourquoi? Lara, je vais te demander quelque chose. Je vais te le demander de maintenant. Je vais aller m'asseoir dans la salle et tu vas me rechanter la chanson toute seule.
chaque fois que je la faisais sur scène, les gens debout, je crois que c'est la force de la mélodie, d'une part. Enfin, pour moi, une mélodie, c'est Alice Donna qui a écrit cette chanson-là. Et pour moi, c'est grandiose, c'est une des plus grandes chansons qu'elle ait écrites. Et Lama, avec son texte, a touché les hommes et les femmes parce qu'il a écrit des mots de femmes et les a dit avec l'impudeur et la gêne d'un homme. Quand on voit cet album, ça c'est les 2 albums qui ont été faits, qui sont sortis dans ta période québécoise, parce que c'est grâce à ça en fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé, que tu es ce que tu es maintenant. Oui. Hein? Ça c'est la gamine de 19-20 ans, ça c'est la jeune femme de 23-24 ans, 25 même, entre 23 et 25. Voilà. Donc c'est clair, aujourd'hui j'ai 28 ans, que ces deux personnages-là, c'est un morceau de moi, mais c'est un morceau de ce qui façonne tout ce que j'ai pu concrétiser, acquérir, comprendre et assimiler aujourd'hui. À la force de ses tubes, Tout, Je t'aime et Yumana, elle remplit son premier Olympia, puis le Palais des Sports à 2 reprises. En apothéose, elle fera le Zénith à Paris le 18 décembre. Actuellement en tournée, Lara s'astreint à une discipline d'enfer. Son leitmotiv, offrir au public le meilleur d'elle-même. Vocalise, sport, diététique, stylisme, maquillage, rien n'est négligé. Avant chaque spectacle, comme ici au Mans, elle passe 1 heure à répéter avec son band. Les balances, ambiance décontractée. C'est le fun, Véritable bête de scène, mordue du direct, elle s'offre aujourd'hui les services d'un coach, un signe extérieur de réussite. Oh, ça fait trop de bien. C'est médical, hein, tout ça. C'est purement médical. C'est purement médical. C'est un exercice que tu fais fréquemment. J'ai la chance d'avoir sur cette superbe tournée un entraîneur, un coach qui est toujours avec moi et qui s'occupe vraiment des moindres détails, que ce soit de nutrition, d'entraînement, de massage. Et j'avais jamais réalisé l'importance, si tu veux, d'un massage avant de chanter ou après. De manger de façon très très régulière des choses qui sont en fonction et de ton organisme et de ton métabolisme et de tes souhaits pendant cette tournée-là. Et non, vous avez vu? T'as vu dans quel état il me met? Attends, je vais enlever mon écharpe parce qu'il faut que tout le monde voit. Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? De profil, hein? C'est une horreur. Une horreur. Affamée, je suis affamée. Une heure avant le concert, le public s'installe, les techniciens s'affairent, tous se concentrent et l'artiste vocalise. Yo 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 yo. Attends, ça marche? Ça me fait bailler. Le public est déjà conquis. Le succès, Lara sait qu'elle le doit aussi à ses proches, à cette tribu qui l'entoure et lui sert de garde-fou depuis le premier jour. Elle reste fidèle à ses parents, à Rick bien sûr, mais aussi à son coiffeur, sa maquilleuse, son chauffeur, son garde du corps, son régisseur, bref. Tous lui influent cette énergie qu'elle dégage sur scène. Coucou. Là, t'es dans ta période track, hein, t'as attaqué. Tu m'as dit que c'était 18 minutes avant. Hein. T'es dedans, là. D'ailleurs, là, j'ai du mal à sourire, comme tu peux voir, je suis un peu... Bon, et c'est maman qui tient le manteau, mais on ne la verra pas, car elle se cache tout le temps. La maman, elle se cache tout le temps, elle a pas envie, jamais. Déjà, elle est obligée de me supporter moi toute la journée, c'est en plus coupé. C'est coupé. Un dernier coup d'œil dans la glace. Poché. Cool. Là, tu le sens? Le truc que je fais, c'est... Mets-moi tes pouces, on fait... Qui met Moi, j'ai visité. Est-ce que tout le monde est là? Toute ma gang est là? Pas un tout, pas un tout. La caméra aussi. Le public. Hein? Est-ce que c'est moi?
le monde est là. Voilà. Tout le monde, toutes les mains. À la 1, à la 2, à la 3 et... Quand je vis ces moments-là avec eux, je n'arrive quasiment pas à le croire. Je me dis, mais comment c'est possible? Tu sais, hier soir, par exemple, il y a eu un moment où, chanson après chanson, en milieu de chanson, à la fin, il y a eu à peu près 8 fois ils se sont levés, sur 3-4 chansons. Et tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort de là et qui va là et qui revient pour qu'un moment aussi fort existe? Alors, il ne faut pas chercher à comprendre. Moi, je pense que c'est comme l'amour. Je pense que t'aimes ou t'aimes pas. Et puis, tu sais pas pourquoi. Pourquoi tu l'aimes? Tu sais pas. Est-ce que ça va bien là? Et là? Et là-haut? Et ici? Moi j'ai envie de dire juste une chose. C'est je t'aime. Les gens sont en attente de ce titre? Tu sais, en plus je le fais vraiment en quasiment en dernière chanson. Donc je reviens et je leur dis simplement, j'ai quelque chose à vous dire de vraiment très très important, j'ai je t'aime. Et là, bon, ils savent que je vais chanter ça, puis je mélange le titre de cette chanson à ce que j'ai véritablement envie de leur dire. Alors, je sais
qu'en général, il y a ce côté très conservateur européen qui fait qu'on ne dit pas trop merci, il ne faut pas trop dire qu'on les aime, parce que ça peut paraître pompeux, voire manquer de sincérité. Et moi, j'aime pas trop ça, parce que je suis véritablement une vraie ritale, une vraie latine pour ça. Et Dieu sait si les Français sont des latins aussi. Et que quand on se balade dans les villes comme ça, on n'a pas envie de penser à ce qu'il ne faut ou ce qu'il faut dire. On a envie de leur dire un truc, parce que ce qu'on vit là, on le vivra pas deux fois. Là, pour l'instant, on est sur cette période, cette valse d'avènement d'une carrière hexagonale, européenne. Et tu penses déjà aux États-Unis, d'après ce qu'on m'a dit. Ah, c'est des informations sans exact. Hein. Sans exact. Si on veut savoir quelque chose sur toi en ce moment, il n'y a pas de hasard, hein. Non, mais pas de problème, on les voici, tout va bien. Oui, voilà, c'est clair et... N'importe quoi. Faites comme vous voulez, après ce que vous voulez, mais... C'est amusant, toi, non? C'est quasiment... amusant, je dirais pas amusant, c'est quasiment drôle. Enfin, dans le fond, mais qu'est-ce qu'on s'en tape, non? Quelque part. Mais c'est pas grave, excusez-moi, une réflexion personnelle de moi-même. Ton rêve de carrière internationale se réalise, mais tu dis que ton plus grand rêve, ça reste d'avoir des enfants. Est-ce que tu as trouvé le père? La prochaine question, c'est quoi? La prochaine question, c'est quoi ton nom? J'ai appris que tu travaillais, semble-t-il, avec les gens qui ont travaillé pour Madonna, pour Céline Dion, pour Whitney Houston. Oui. Si, Diane Warren aussi. Oui, Céline aussi, Streisand. Bolton, Carey. Oui, Pat Leonard. Pat Leonard, c'est celui qui a fait Madonna pendant des années. Ouais. Tous les Madonna, le Vogue, Like a Prayer, tous. Enfin, le dernier, c'est lui qui l'a fait aussi. Donc je travaille en ce moment en coécriture avec lui et il produira 1 ou 2 titres. J'ai commencé à écrire avec John Bettis, qui est un des mecs qui a écrit One Moment in Time pour Whitney Houston sur l'album Bad de Michael Jackson. Il a écrit 50% de l'album. C'est un grand parolier américain. Oui. J'ai commencé à apprendre à écrire avec lui et puis un jour il m'a dit « It's okay. You can go. Vas-y, maintenant c'est à toi. »
est tous les gamins d'un rêve, tu vois, tous. Alors, gamin d'un rêve, c'est intéressant. Tu me dis, je touche le rêve. Un jour, tu le tiens, tu l'as. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, il y a une trouille de te dire, maintenant, tu vois? T'as encore plus peur à ce moment-là, pour maintenir la barre à cet endroit-là. Je crois que la somme d'efforts, de générosité, d'humilité, d'intelligence, de sagesse doit se décupler à ce moment-là. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut avoir encore 100 fois plus peur de la distance à parcourir, celle qu'on a parcourue. Gratter très peu, en fait. Voilà. Celle qu'on a parcourue de 0 à 10, c'était la plus dure, la plus galère. Faux. La plus difficile, à mon avis, elle commence maintenant. Justement, t'as touché ton rêve, t'avais ton truc. Oui, alors toi aussi, il faut que tu repousses ton... Tout à fait, il faut que je repousse la limite. Oui. Ah ben, je crois que la limite, elle est repoussée très facilement lorsqu'on se dit que ce qu'il faut, c'est réussir la deuxième étape de ce rêve. La deuxième étape de ce rêve, c'est ne pas se planter après avoir réussi une première étape comme celle-ci. Comment tu peux dire que le prochain album va lui aussi atteindre 2 millions? On ne sait pas, mais il y a aucune garantie. J'écrirai avec la même sincérité, je parlerai des mêmes choses, ou je parlerai encore d'une histoire d'amour, ou je vais être la même qui en fait trop ou pas assez, je sais pas. Enfin, oui, je vais être cette fille-là qui aura 2 ans de plus, qui aura écrit des chansons qui seront en rapport avec ce qu'elle aura forcément vécu à un autre moment que ce que c'était pur, tu vois. T'as le temps de vivre un autre moment parce que tu es sur le succès. Oui, je me donne le temps de vivre d'autres moments. Oui, il faut. Enfin, sinon tu deviens la machine de ta propre machine. Quel est le plus grand plaisir qu'elle pourrait vous faire maintenant, Lara? C'est de continuer, comme elle est occupée, de ne s'arrêter en aucun cas pendant les 4-5 ans qui viennent pour faire une carrière vraiment internationale. Je pense que son désir à elle, c'est ma satisfaction à moi. Parce que s'il y a une consécration pour un parent, c'est de voir arriver son enfant là où elle l'a toujours désiré, où il l'a toujours désiré. Alors, dans quel état? T'es là, toi? Oui, toi, bah alors. Ça va, putain, ça va? Ouais. Merci. Chaque fois que je rentre dans la voiture, j'ai Ricky avec moi, je fais qu'est-ce qu'on a de la chance, putain, qu'est-ce qu'on a de la chance. Non, vraiment. Tellement c'est fort, c'est beau, hein. C'est bien. C'est une chance, oui. C'est une chance, oui, ça c'est une chance, parce que ça, tu peux pas le gérer, ça tu peux pas le créer, quoi. Lara Fabian ou l'itinéraire d'une chanteuse gâtée, une victoire conquise à la force du rêve. Un nouveau monde s'ouvre à elle. Le nouveau monde, les États-Unis. Elle a la chance, le talent et le succès avec elle. L'ambition aussi, pour relever ce formidable défi. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance, un corps à corps, en désaccord, avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord. Leur peau ne s'étonnera jamais des différences, et elles se ressemblent comme ces 2 hommes qui dansent. Celui-ci est parfait.